Dans leur lettre pastorale, à l'occasion des échéances électorales à venir, les évêques du Cameroun dressent le portrait robot du bon candidat à l'élection présidentielle. L'intégrité, l'humilité, la modestie et le leadership moral. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Les évêques dressent en tout 10 critères à remplir par quiconque souhaite gouverner le Cameroun. Mais afin que l'élection soit libre et transparente, pour la conférence épiscopale nationale, les règles du jeu doivent être claires et acceptées par tous. Le processus électoral est toujours critiqué de manque de transparence, de justice. Nous-mêmes insistons depuis fort longtemps sur la réforme du système d'élection et de financement des campagnes. Mais au-delà des règles du jeu, les évêques dénoncent également des agissements qui décrédibilisent le scrutin au Cameroun. Violence pendant les campagnes. Certains candidats n'étant pas les bienvenus dans certaines circonscriptions. Registres électoraux trafiqués, achat de voix et dans diverses circonscriptions électorales, destruction de bulletins. Afin de mettre un terme à ces comportements antidémocratiques, les évêques plaident pour l'établissement d'un code de bonne conduite. Le code de bonne conduite aux élections peut être entendu comme une série de règles de comportement visant à contribuer à la création des conditions favorables à l'organisation d'élections justes, libres, crédibles et transparentes. Alors que le corps électoral va bientôt être convoqué en vue de la présidentielle, les évêques, dans leur lettre pastorale, attirent l'attention sur les dangers que court le Cameroun en organisant des élections qui ne soient pas justes, libres et transparentes. Population de Dombassi 2, population de Dombassi Saint-Nicolas et les Camélas, venez vous inscrire, inscrivons-nous massivement, le changement c'est maintenant. Inscrivons-nous afin de pouvoir éviter ce genre de décoration en plein carrefour, s'il vous plaît. Population de Dombassi 3, sortez. Un citoyen, une carte d'électeur, ça se passe maintenant. Octobre c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Faut filmer. Décoration publique, faut filmer. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales afin de pouvoir éviter ce genre de décoration. C'est vrai que c'est quand même beau, mais pas pour le continent, ça nous mérite pas pour les autres pays, mais pas pour nous. Population de Dombassi 3, un citoyen, une carte électorale, venez vous inscrire massivement. Le genre de décoration, si là, le continent ne mérite pas ça. On a besoin des décorations qui a plus haute santé, pas de la genre de décoration qui est en plein public. Regardez, voilà les pots de chambre de pots, allez, filmez. Regardez, c'est trop beaucoup. Ça doit finir. Mais c'est trop beaucoup, trop c'est trop. Trop c'est trop. Chers parents, amenez vos enfants vous inscrire sur les listes électorales. Arrêtons d'envoyer des enfants à l'école pour rien. À partir de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, l'enfant demande toujours l'argent de baigner aux parents. Trop c'est trop, venons nous inscrire. Le changement c'est maintenant et ça passe à travers chacun d'entre nous. Ça passe à travers le vote de chacun d'entre nous. 2025 c'est maintenant. Allô? 2025 le changement dans la paix c'est maintenant. Inscrivons-nous et votons pour la meilleure personne. Merci. Robinet à sec, les ménages ont soif dans la ville de Buea. Même dans les quartiers encore approvisionnés par la société en charge de la distribution d'eau, il faut parfois attendre plusieurs jours pour voir couler le précieux liquide. Avec ce déficit croissant, beaucoup font recours au forage. Je viens toujours ici en haut pour puiser l'eau parce que tous les jours, il n'y a pas l'eau à Bonavent. Comme ça vient, ça fait pas même longtemps, ça coupe. Avant, il y avait l'eau, mais ce sont des années aujourd'hui que la population de Bokango, les robinets ne coulent pas. Même dans la saison de pluie, c'est tellement difficile. On est obligé pour partir chercher l'eau ailleurs. Ces points d'eau sont des propriétés privées ou construits par certaines entités publiques. Pour être servi, il faut parfois s'armer de patience. Ça aide beaucoup parce que il y a parfois qu'il y a beaucoup de gens ici pour venir puiser l'eau. Tu viens même ici,
il n'y a pas le temps que les gens partout, tu ne peux pas même puiser du entier sans l'eau. Il y a un forage que l'Assemblée régionale a construit. Donc, c'est une très bonne initiative, mais je trouve qu'il faut quand même qu'on traite cette eau avant de boire. Dans la plupart des ménages, l'eau de forage est utilisée pour la lessive et d'autres tâches pour les habitants qui ont le choix. L'eau potable, quant à elle, est recueillie non loin de la sous-préfecture de Buea. Heureusement, ça coule sans interruption ici. L'eau mise à la disposition des populations à Buea à travers des points d'eau privés ou communautaires doit être potable et obéir aux normes. Celui qui va faire son forage doit analyser cette eau-là dans un laboratoire agréé. Il doit traiter cette eau. Et quand même il met cette eau-là à la disposition de la population, il doit s'assurer que c'est potable. Ceux qui les conservent dans des cubiténaires avant distribution sont aussi interpellés. Nettoyer au moins une fois dans chaque 6 mois. Si c'est possible de même nettoyer chaque 3 mois, c'est très bien. Une fois en possession du précieux liquide, les populations doivent veiller à sa meilleure conservation avant consommation. S'assurer qu'ils puisent cette eau dans des conditions bien sanitaires. Dans le cas où ils doutent la qualité de l'eau, ils doivent faire bouillir cette eau avant de la boire. S'ils ne peuvent pas le bouillir, ils doivent utiliser du chlore pour potabiliser cette eau-là. Malgré sa rareté, à Buea, l'eau mise à la portée des populations par quelque moyen que ce soit doit procurer la vie et non la mort. 1000 litres, c'est environ la production journalière en vin blanc de cette palmarès d'un autre genre. Depuis plus de 5 ans, dans le quartier Fama, ici au 7e arrondissement de Yaoundé, ce sont ces cueilleurs devenus chimistes qui fournissent les marchés de Yaoundé en vin blanc communément appelé Matango. Loin de la cueillette habituelle, ils mélangent eau, sucre, écorce, résidus de vin blanc, poudre de manioc et même quelques abeilles dans ces fûts bleus. Je pas dans les plusieurs villages. Je cherche le vin et viens avec ça mon coup. Je viens avec ça en soirée, ça dort. Je vais avec ça le matin, même pour de sucre. Si ça calme, je ramène. Quand le vent rentre dans la brousse, quand c'est déjà dormi, peut-être 2 ou 1 jour, on mélange avec ce qui est neuf. On met 1 kilo de sucre pour que ça donne un peu un bon goût, pour que ça ne soit pas acide. Après des plaintes de plusieurs consommateurs de ce liquide qui avaient frôlé l'empoisonnement, le pot Oros est finalement découvert par les autorités samedi dernier. Sur le terrain, une dizaine d'arrestations, mais surtout un étonnement sur cette manière de faire. Les populations de la ville de Yaoundé se plaignaient de différents malaises dus à la consommation d'un vin blanc naturel, communément appelé Matango. Après renseignement, nous sommes parvenus à démanteler une usine, comme vous l'avez bien constaté, de fabrication artisanale qui fabrique ce vin Matango à l'aide d'une eau provenant d'un puits qui est à l'intérieur de la maison, de l'amidon, du sucre. Une chaîne bien huilée qui partait des collecteurs aux vendeurs en passant par les distributeurs, mais surtout les transformateurs qui a sévi plus de 5 ans dans la ville de Yaoundé au grand mépris de la santé des consommateurs. Quand je la commande, je l'appelle, si elle peut me livrer. Si oui, je viens. Si elle me dit non, je ne dois pas venir. Donc j'étais surpris quand j'arrive. Je trouve sur quel état on vend le Matango. Moi-même, j'étais surpris. Je ne suis jamais arrivée ici. Je paye seulement, je ne connais pas comment ça se passe. Mais en effet, moi, dans cette circonstance-ci, je n'apprécie pas. Nous avons rendu compte à notre hiérarchie qui nous a instruit d'interpeller les mises en cause pendant la livraison. Ce qui a été fait, nous sommes déportés au marché Mokolo où nous étions avec des clients qui ont l'habitude de venir récupérer la commande qu'ils passent journalièrement. Après les fabricants de Heineken, ceux qui font tout genre de whisky frélaté, voici venus les fabricants de Matango, que des chimistes aux habitudes malsaines qui tombent entre les mains des forces de l'ordre, mais il est que le flou persistera toujours autour du nombre de victimes qui ont pu ingurgiter ce Matango aux manioc et aux abeilles apprivoisées.
Ils sont ministres, directeurs d'entreprises publiques, chefs traditionnels, opérateurs économiques et responsables d'universités. Les membres nommés au comité central du RDPC se recrutent dans divers milieux de la scène sociopolitique. Comme membres du gouvernement, on relèvera l'entrée de Joseph Betty Assomo de la Défense, Jean-Enes Massina des Transports, Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, Gabriel Bayarobé de l'Agriculture, Minel Libom Liliken des Postes et Télécommunications, Rose Mbacha du Contrôle supérieur de l'État, entre autres. Dans les milieux de l'éducation, Roger Tsafar Namfotso, le recteur de l'Université de Tchang, siège désormais parmi les 360 membres de la structure administrative du RDPC. Nouvellement admise également, Véronique Mompeyambio, la directrice générale de la SCDP, et Judith Yassondé, la DG de Camtel. Chez les chefs traditionnels, le sultan Bamoun, Nabil Bombodjoya, et le lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine. Des premiers également dans les délégations permanentes régionales du parti au pouvoir. Dans le centre, Gilbert Timievouna, qui préside le conseil régional, devient le patron du RDPC, remplaçant Bernard Dongo Isomba, décédé en 2023. À l'ouest, Emmanuel Zété, jusque-là chef du RDPC après le décès de Ibrahim Bombodjoya, cède son siège à Komidor Djimolou, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie. Dans la région de l'Est, Bernard Wangolo, qui avait provisoirement pris la place de Janvier Mongui Sosomba, mort en 2018, est depuis peu éclaboussé par une affaire de détournement de fonds publics au Sénat. Il est remplacé par Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, comme chef de délégation. Dans la Damawa, l'inamovible vice-président de l'Assemblée nationale, Théophile Barro, prend la tête du RDPC après le décès de Mamadou Wala Diabo en 2023. Cette redistribution des cartes comble des vides laissés par des défunts et ajuste la stratégie du parti au pouvoir à 7 mois de la présidentielle. Les nominations sont opérées par le président national Paul Biya, dont la légalité du mandat, de même que celle des instances dirigeantes du parti, sont contestées en justice. Léon Teller Onana, auteur d'une assignation du parti devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, estime que ces décisions sont nulles. Sans organisation préalable du Congrès, l'instance ne s'est pas réunie depuis 14 ans. Portée en justice, l'affaire sera appelée pour la première fois le 10 avril prochain. Les rayons de ce nouveau jour n'ont pas séché la douleur de la population de Fabrik Ngoussou, laquelle se coule en flot constant sur leur toit, inondés par les dégâts. Il y a des familles qui ont perdu des membres. Pour nous qui n'avons eu que des dégâts matériels, il y a lieu de dire gloire à Jésus. La nappe souterraine, elle, est presque maîtrisée. L'eau a arrêté de jaillir et les engins travaillent à refermer cette tombe béante qui a volé des âmes innocentes. L'une d'elles, justement, n'avait que 3 ans et l'autre, 24 ans. Ma fille, elle est donc sortie, comme elle avait la peur de la barrière et que la barrière est en bas. Elle ouvre ne connaissant pas que l'eau était déjà arrivée. Donc voilà l'eau qui arrive et la fouette maintenant. Il y avait des gars qui étaient sur le poteau, les gars de la Sonnelle, qui ont essayé de la sauver à veine parce que la rigole est profonde. Les pierres sont montées donc, calées sur elle. On ne pouvait passer. Quand l'eau est finie, qu'on l'a retirée. Exactement. Mais actuellement, elle est à la mosquée. Parce qu'on va l'enterrer à 14 h. Parce que nous, les musulmans, on ne garde pas. Elle a 24 ans. Elle a déjà obtenu sa licence. Les bruits des engins qui creusent et déblaient ne réussissent pas à masquer les cris sourds de ce papa. Le regard vide, la mine défaite. Quand je jette un coup d'œil en bas, je vois comment l'eau a inondé partout. Ma femme, tout le monde pleure, je le sens. Il me dit l'enfant est dedans. Moi-même, quand j'entre, tel que vous voyez, quand vous voyez tout ça, c'est ici que l'eau, pour entrer chez moi, l'eau arrivait. J'ai forcé donc d'y arriver. Au niveau de la chambre, je n'ai pas pu. Parce que la porte était déjà bloquée. La pression avait déjà soulevé mon matelas. C'est là où donc les gars du quartier sont venus. Ils ont donc réussi à bousculer la porte et trouver que l'enfant était déjà mort. Le plus révoltant dans cette histoire, c'est que la catastrophe était prévisible. Les signes clairement visibles. On a fait appel à la SINEC qui était venue voir. On s'est dit peut-être qu'ils allaient arranger. Une affaire qui date 2 mois actuellement. Une fois encore, les péchés de la négligence et de l'insouciance ont été mortels. Et il nous appartient à nous, Camerounais, nous tous Camerounais, tous unis, d'agir afin que précisément ce type
de mésaventures, ce type de catastrophe n'arrive plus. Travaillons à sécuriser nos concitoyens au maximum possible. La canalisation a fini par céder, un phénomène non étranger aux experts Lakam Water. Lorsque les canalisations se trouvent gorgées d'air, il y a le retour de l'eau avec la pression et un effet important qui se fait dans les zones de fragilité. Les conduites se sont vidées parce qu'il y a eu le mouvement d'appel. Il y a eu donc condensation de l'air qui était comprimé dans les conduites avec la pression de l'eau. Pour l'heure, la route ne passe pas encore, mais les travaux de réhabilitation vont bon train. Une autre catastrophe dont les séquelles indélébiles devront rappeler à qui de droit ce qui arrive lorsque l'on remet à plus tard ce qui doit être fait. Mes chers camarades, ministres, maires de la commune de Bacham, députés titulaires, députés suppléants, mes chers camarades, membres de la commission permanente départementale du comité central pour les Bamboutous, mes chers camarades, cadres du parti, mes chers camarades, présidents des sections, de sous-sections, de comités de base et de cellules du RDPC de la section Bamboutou Sud. Mes chers camarades, Leur Majesté les chefs traditionnels, ensemble les élites qui les accompagnent, mes chers camarades, conseillers régionaux, conseillers municipaux, mes chers camarades militants de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voudrais très sincèrement remercier les orateurs, tous ceux qui ont pris la parole ici, tous ceux et celles qui ont pris la parole ici, non seulement nous souhaiter la bienvenue, mais surtout, la mobilité à Douala, capitale économique du Cameroun, est un véritable défi pour ses habitants très actifs. Les embouteillages fréquents entravent l'activité économique et affectent l'attractivité de la métropole. Le projet d'aménagement de la voie le long des berges du fleuve Vouri, entre les ronds-points d'Eido et Maïtur à Bonamoussadi, offre une solution pour résoudre les problèmes de circulation et faciliter l'accès au centre-ville pour les populations. Le projet aura deux ponts, un pont de 60 mètres et un pont de 150 mètres, et également des ouvrages d'assainissement parsemés des ouvrages d'assainissement comme les dallots d'équilibre, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une zone de mangrove et on est directement connecté au fleuve Vouri et on va subir les marées hautes et les marées basses. Donc des études géotechniques ont été faites à l'effet de choisir le bon matériau et le bon procédé pour obtenir une chaussée résistante dans le temps. La cérémonie de pose de la première pierre de ce projet d'envergure s'est déroulée ce vendredi sur les berges du Vouri en présence du gouverneur du littoral, le maire de la ville, le préfet du Vouri ainsi que d'autres autorités administratives et traditionnelles. Si vous accélérez le mouvement des hommes et des biens, vous accélérez la croissance. C'est une équation économique et c'est ce que nous sommes en train de faire. Réduire le temps pour que les biens puissent se déplacer dans les quatre coins de la ville et en dehors de la ville, de manière à ce que notre économie prenne un coup d'air. Cela devrait créer des emplois, cela devrait créer des opportunités, notamment pour le tourisme et les loisirs. Pendant les travaux, il peut y avoir un supplément de trafic, c'est peut-être ça qui peut créer quelques embouteillages, mais ce ne seront pas des embouteillages bien graves. Aux populations de Douala, je dis, vous avez attendu cette route depuis plus de 30 ans. Là, voilà donc,
Faites-en le meilleur usage. L'entreprise chinoise China First Highway Engineering a été choisie pour réaliser le chantier de construction de la voie 2x2 sur 4 km, avec un budget de plus de 40 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution est fixé à 24 mois, suivi d'une période de garantie de 12 mois. La cérémonie de pose de la première pierre marque le début des travaux et a été enrichie par la bénédiction des chefs traditionnels Sawa. Que peut-on retenir dans cet échange avec le patron du Vouri, le préfet? Bon, j'ai été convoqué hier à 16h pour, par le biais de mon avocat, pour me rendre chez le préfet aujourd'hui pour affaires me concernant. Je m'y suis rendu accompagné de mes deux avocats. Même comme le préfet leur a rappelé qu'une convocation administrative ne donne pas lieu à la présence des avocats. Il dit bon, qu'à cela ne tienne, le préfet était entouré de tout le quota sécuritaire du Vouri. Tous les hauts responsables, CEMIL, commissaire spécial, surveillance, tout ça. Et d'emblée, il a dit qu'il me convoque pour ma dernière sortie sur les réseaux sociaux. Et que pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension, il allait mettre le son pour que chacun comprenne. Il a donc fait dérouler, ma vidéo. Et à l'issue de cela, il m'a demandé si je reconnaissais que c'était moi. Je dis, c'est bien moi. Ce n'est pas une écriture, elle est même vocale. Et c'est bien moi qui ai dit cela. Et j'assume tout ce que j'ai dit dedans. Il dit, mais tout ce que j'ai dit, c'est de nature à créer du trouble. Et en tant que préfet garant de la tranquillité dans la ville, il se doit de me rappeler à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui constitue le trouble dedans? Le préfet d'abord. Je lui dis, monsieur le préfet, d'entame de mes propos, j'ai dit que c'est des conseils que je donnais à votre patron. Et je crois que, humblement, vous aussi, vous tous qui êtes là, vous auriez dû lui écrire, même par note d'information, pour lui dire que les actes qu'il pose, ces déclarations sont de nature à troubler l'ordre public. Donc, ce que j'ai dit est la conséquence de ce que votre patron a dit plusieurs fois avec mépris. Il dit non, vous avez dit le ministre est protégé par son statut de ministre, vous ne pouvez pas porter atteinte à son honorabilité. Je dis non. Ce que je reproche au ministre, il ne l'a pas fait dans le cadre de ses attributions de ministre de l'AT. Quand il dit qu'il va mettre mon président en prison pour de longues dates, il n'est ni ministre de la Justice, ni président de la République. Il peut constater des faits. Ensuite, il dit que mon président ne sera pas candidat. Il n'est pas le patron de l'ECAM pour déclarer cela. Parce que ce n'est pas lui qui juge de la recevabilité des candidatures. Alors, le préfet a repris en disant qu'il a commis une bourde en disant que non, il est quand même ministre de l'AT, il est la tutelle de l'ECAM. Je dis voilà l'amalgame que vous commettez. On nous a dit, sauf si c'est pour nous tromper, que l'ECAM est une institution indépendante. Ça veut dire qu'elle n'a personne ni au-dessus d'elle. C'est pour ça que nous pensons que toute intrusion dans la gestion du processus électoral par quiconque relève de troubles et que vous auriez dû, d'une manière, vous ne pouvez pas reprendre votre chef, mais vous auriez dû lui souffler à l'oreille que ce n'est pas de sa compétence. Bon,
On a poursuivi. Le ton était apparemment bas. Jusqu'au moment où le commissaire au second territoire dit que bon, il y a un autre chapitre. Vous avez dit que dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a 80% des loyaux, des patriotes. Et les 20%, ils sont composés de quoi? Qui a fait ces statistiques? Je dis non. Il ne faut pas entendre ce que j'ai dit. Il faut déjà comprendre pourquoi j'ai dit cela. Quelqu'un a dit que si aux élections, quelqu'un d'autre que le président actuel gagne les élections, l'armée va prendre le pouvoir. L'armée va prendre le pouvoir parce qu'il pense que l'armée est anti-républicaine. C'est pour ça que je lui dis qu'au bas mot, il y a au moins 80% de républicains dans l'armée. Donc l'armée ne prendra pas le pouvoir. L'armée sera garant de la justice et de la liberté et de l'application des textes régissant un pays démocratique. Il dit non, l'armée est à 100% fidèle. Je dis, on n'a pas dit que l'armée sera infidèle. Quelqu'un a dit que l'armée va prendre le pouvoir. Donc, s'ils prennent le pouvoir pour vous, c'est la preuve de fidélité. Je me demande donc à quoi sert l'armée. Donc, quand le type dit que l'armée va prendre le pouvoir, je dis non. J'aurais même pu dire 51%. Ça veut dire que la majorité dans l'armée n'est pas d'accord pour tout cela. Donc, je vous garantis donc que c'est une réponse. Et ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que vous avez dit là, c'est les conséquences qui vous intéressent et non la cause. Quelqu'un dit que l'armée va prendre le pouvoir. Je dis que non. L'armée, au moins 80%, reste des républicains. Tu dis que non. J'ai dit qu'il y a des mauvais dans l'armée. Bon, je peux également vous dire comment on peut estimer l'état d'esprit dans l'armée. Quand je quitte ici pour aller à Bafoussam, il y a au moins 20 contrôles en route. Il y a des contrôles où on m'arrête et on me parle gentiment, on prend mes pièces. Il y a des contrôles où vous trouvez des gens hargneux tu te dis que mais qui a mis ce genre de personnes dans l'armée? Mais ces gens hargneux sont infimes par rapport au... C'est pour ça que je dis que l'armée ne peut pas se mettre au service du mal, comme les gens pensent. Ils veulent insister, je dis non, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Il dit bon, vous dites que vous avez repéré les maisons des gens. Je dis, on n'a pas repéré les maisons des gens. On a dit qu'on les connaît et on connaît où ils habitent. Et on ira les chercher pour les traduire à la justice. Au cas où ils commettaient quelque chose de répréhensible. On n'a pas dit que là où ils sont en danger. Ils seront en danger parce que le peuple ira les chercher. Il dit, pourquoi le peuple? Je dis, mais parce qu'il y a déni de justice. Nous avons porté plainte devant la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la constitutionnalité des faits. Et cette autre institution a dit que non, elle était incompétente. Et elle nous a désigné quelque chose à l'échelle, au bas de l'échelle, comme compétent. Et là-bas, on nous a dit aussi qu'on est incompétent. Mais nous nous plaignons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à résister? Quand on vous refuse la justice, vous avez le droit de résister. Il dit, bon, et pourquoi vous ne citez que l'ECAM et la Cour constitutionnelle? Je dis, nous sommes dans le domaine des élections. Les personnes qui interviennent, c'est l'ECAM, c'est les tribunaux et la Cour constitutionnelle. Et j'ai dit que nous ne prendrons pas une institution. Nous prendrons dans l'institution qui a fait quoi. Par exemple, l'ECAM, le responsable du refus de publication de la liste, c'est Éric Essoussé. C'est lui le patron. Alors, vous ne lui demandez pas de publier la liste. Vous-même, vous avez vu dans les journaux combien de doublons on a découvert sur les petites parties des listes qui sont publiées. Ils ont été obligés d'arrêter. Et vous savez à quoi servent les doublons? Il dit, à quoi ça sert? Je dis, j'ai mon propre garde de corps qui a 2 cartes, il s'est retrouvé avec 2 cartes électorales, à Douala et au village. S'il vote au village,
Et l'ECAM sait dans quel bureau son nom se trouve ici. On votera pour lui. Au profit de qui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit, mettez la liste pour qu'ensemble, si nous voulons que les choses soient transparentes. Et le même commissaire, on dit surveillant de territoire, très hargneux, il me dit, quand Kamto a dit qu'il va brûler la République, et tout le monde va brûler avec, j'ai dit non. Je ne crois pas que votre rôle soit de déformer les propos. Kamto a dit que vous avez l'allumette et la mèche. Et que si vous brûlez la République, nous allons y brûler tous. Si vous brûlez la République, Kamto n'a jamais dit qu'il va brûler la République. Parce que notre devise, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Nous, on n'a jamais dit ça. Il dit qu'il fallait le reprendre. Je dis le reprendre pourquoi? Pourquoi vous ne voyez que ce qu'il a dit? Chaque fois qu'il parle, c'est en réponse à votre patron, qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Changer. Changer. Je dis, mais quand quelqu'un sort de son rôle, vous voulez que je dise que quoi? Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc à la sortie, il me dit, ok, pour conclure, je vous dis que cette fois-ci, je vous ai convoqué. La prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Je lui dis, non, ne me menacez pas. Vous m'avez convoqué, je suis venu gentiment parce que vous m'avez envoyé une convocation à 16h hier. Et aujourd'hui, à 11h, je suis devant vous. C'est le respect des institutions. Parce que demain, si nous aussi on arrive aux affaires, nous exigerons qu'on respecte les institutions, à condition que les institutions se respectent. Donc, vous ne pouvez pas me menacer. Vous dites la deuxième fois, vous ferez quoi? Vous allez m'arrêter? Mais arrêtez-moi. Mais je vous préviens que mon état de service dans ce pays commande respect. Vous ne verrez pas d'autres Camerounais qui ont eu la possibilité que j'ai eue et qui sont Camerounais et qui sont demeurés Camerounais. Je n'ai pas un autre passeport dans mon sac. Encore que j'ai été représentant de Jacques Chirac en Afrique. J'aurais pu tout avoir. Donc j'aime mon pays plus que ceux qui veulent le détruire. Je vous préviens que, comme je vous ai dit, je dis si c'est des tons de menaces, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine fois. Vous pouvez exécuter tout de suite. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vous atteler à menacer ceux qui crient de douleur en laissant ceux qui les ont piqués. Qu'avez-vous dit à celui qui a dit qu'on va faire le coup d'État? Qu'avez-vous dit à celui qui chaque jour dit qu'il faut tuer une race? Qu'avez-vous dit à votre patron qui dit qu'il va mettre Kamto en prison pour de longues dates? Qu'avez-vous dit à ceux qui se mettent à la place de l'ECAM pour dire que Kamto ne sera pas candidat alors que les candidatures ne sont même pas ouvertes? Et le commissaire là rebondit. Il dit oui, vous savez que le MRC ne peut pas présenter candidat. Je dis non, je ne voudrais pas vous insulter en disant que vous ne connaissez pas la loi. C'est moi qui suis membre de ceux qui ont mis cette loi. Je vous explique grossièrement. On dit que le député représente l'ensemble de la nation. On n'a pas dit que le député représente un parti politique. Mais pour être élu, il doit être présenté par un parti politique. C'est comme la composition d'un dossier pour un concours. On dit faut telle chose, telle chose, telle chose. Mais dès que tu passes le concours, tu occupes la fonction pour laquelle tu as passé le concours. Donc, le candidat est présenté par un parti politique, mais il n'appartient pas à ce parti politique puisqu'il représente l'ensemble de la nation. Et s'il quitte ce parti politique, il part avec son mandat. Et s'il adhère à un autre parti, il représente désormais ce parti-là à l'Assemblée nationale parce que le compte rendu de ce qu'il entend à l'Assemblée, c'est à ce parti qu'il a rendre. Et il y a un exemple parlant. On vient de voir à Bafoussam toute une commune qui a fêté 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Alors qu'il y a 40 ans, il n'était pas avec Paul Biya. Habillé de tenue de RDPC. Vous croyez qu'on les appelle des conseillers de quoi? Ils sont aujourd'hui conseillers de RDPC. Ils ne sont pas conseillers du SDF. Est-ce qu'on a fermé la commune en disant que comme vous n'êtes plus du SDF, on ferme la commune? Ou bien allez exercer votre mandat chez vous. Donc quand on est sorti, il a dit qu'on me conduise chez le co-région. Je dis, mais monsieur le préfet, vous blaguez? C'est comme si vous m'avez arrêté. Vous m'avez convoqué, je suis venu. Si le co-région a besoin de moi, qu'il me convoque. Je n'y vais pas. Il a dit, vous allez y aller. Je dis, ben, vous allez amener mon cadavre là-bas. Bon, le colonel, le lieutenant-colonel, le
commandant de la région, qui est un monsieur très, très compréhensif, a dit que bon, j'ai dit, je viendrai demain de mon propre gré. Je viendrai à votre bureau et on ira le voir. D'abord, le collégien, c'est quelqu'un, c'est un militaire responsable, donc il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas maintenant. Ne donnez pas l'impression aux gens dehors que vous m'avez arrêté pour amener quelque part. Voilà sur quoi on s'est arrêté. Dans leur lettre pastorale, à l'occasion des échéances électorales à venir, les évêques du Cameroun dressent le portrait robot du bon candidat à l'élection présidentielle. L'intégrité, l'humilité, la modestie et le leadership moral. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Les